Bien, bonsoir à tous. Content de vous retrouver pour cette dernière session donc, de l'année universitaire, ou plutôt de l'année civile 2024. Et donc on va terminer en prenant le large, terminer en mettant peut-être déjà le cap sur 2025. Pourquoi? Parce qu'il y aura bien sûr cette rencontre de l'UNOC très importante à Nice avec tout un tas de chefs d'État donc en juin 2025. Et cette rencontre de l'UNOC est organisée par deux pays, le nôtre, qui est la puissance invitante, et le Costa Rica. Et c'est donc avec beaucoup d'honneur que nous recevons ce soir et Madame l'ambassadrice du Costa Rica, co-organisatrice, qui va nous parler un petit peu de l'UNOC. Et puis, l'UNOC, c'est une chose, mais le Costa Rica, je dirais, est quelque chose d'une ampleur encore plus conséquente. Et ça serait bien de parler aussi, bien sûr, c'est partie de ce dont nous nous sommes mis d'accord, du Costa Rica et la mer. Vous êtes dans la lignée d'un ou d'une ambassadrice par an qui vient dans le cadre des Mardis de la mer, parce que, bon, les Mardis de la mer, c'est la Mardi de la mer et des Français, mais on essaye de sortir de plus en plus, les étudiants étant de plus en plus et heureusement intéressés par l'international et la géopolitique. Donc c'est à la fois pour que vous nous parliez du Costa Rica, à la fois pour que nos étudiants soient formés à tout le potentiel, et je sais que nos deux pays sont très en recherche justement d'une politique maritime active, même si ce n'est pas encore le cas en France. Et donc merci beaucoup de nous présenter un petit peu ce triple volet. Merci beaucoup Madame l'ambassadrice d'être là. Et comme d'habitude, le président de l'Institut français de la mer, Eudes Riblier, va vous présenter à partir de ces différentes fiches de renseignement. Merci Christian. Excellence, ambassadrice de carrière, vous avez un peu plus de 20 ans d'expérience ayant rejoint le service extérieur du Costa Rica en 2002. Vous êtes spécialiste des relations internationales avec une maîtrise en gestion et négociation internationales. Vous parlez espagnol, anglais, français, italien. Vous avez servi à la fois au service extérieur et au service interne de la chancellerie. Vous avez été en poste plusieurs fois en France, 3 fois. Vous avez été en poste en Suisse, au Chili, à l'UNESCO. Vous avez été conseillère du bureau du ministre, chef du département des organismes internationaux à la Direction générale de la politique étrangère de votre pays. Vous avez été chargé de la coopération avec l'Amérique du Sud, les Caraïbes et le Moyen-Orient à sa direction de la coopération internationale. Vous avez été membre des équipes costariciennes dans diverses négociations, forums et projets d'importance pour la politique étrangère de votre pays et coordinatrice nationale de forums régionaux et internationaux. Vous êtes aujourd'hui ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Costa Rica en France, ainsi que déléguée permanente du Costa Rica auprès de l'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture, l'UNESCO. Vous êtes membre du réseau des femmes diplomates latino-américaines. Vous avez un lien personnel majeur avec la France. Vous avez épousé un Français et vos 2 enfants portent des prénoms qui nous sont familiers, Lucien, Chloé. Vous venez nous parler des relations avec la mer d'un pays extrêmement maritime puisqu'il est bordé par le Pacifique et la mer des Caraïbes. Et aussi d'un pays extrêmement précurseur en matière d'environnement, puisque en même temps qu'en 1949, il décidait d'arrêter toute dépense militaire pour affecter ses ressources au financement santé publique et éducation, il faisait le choix d'un développement respectueux de la nature et des ressources naturelles, d'un modèle de développement basé sur la bioéconomie, la croissance verte, l'inclusion et l'amélioration de la qualité de vie de ses concitoyens. Vous venez nous parler d'un pays qui a des liens profonds avec le nôtre. Le Costa Rica et la France ont des vues convergentes sur la protection de l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique. Le Costa Rica est le premier partenaire commercial de la France en Amérique centrale. Le Costa Rica est membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est, je crois, le seul pays d'Amérique latine dans lequel l'enseignement du français est obligatoire au collège. Quoi de plus naturel que nos 2 pays soient co-organisateurs de la 3e conférence des Nations Unies pour l'océan à Nice en juin prochain. Merci d'être là ce soir. Merci beaucoup de cette présentation, Monsieur Riblier, merci Monsieur Buchet. Chers étudiants, chers amis, merci beaucoup de cet chaleureux accueil que vous m'octroyez. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et je suis aussi remerciant pour l'intérêt que vous portez pour mon pays. C'est un honneur d'avoir l'opportunité de faire partie du Mardi de la mer, cette magnifique initiative qui fête ses 20 ans en 2024. Et qui, au fil des années, a vu passer un nombre exceptionnel d'experts de plus haut niveau au sein des très variés domaines liés à l'océan. Oui, l'océan en singulier, car le Costa Rica
est convaincu qu'il n'existe qu'un seul océan, dont la protection nous concerne à tous. Cela dit, permettez-moi tout d'abord de vous dire que le moment choisi pour la séance de cet après-midi ne pourrait être mieux choisi, car nous sommes à 6 mois, presque jour par jour, du début de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, l'UNOC. À Nice, en juin 2025, le Costa Rica et la France coprésideront une semaine de travaux qui aspirent à faire un véritable percée dans le déploiement de l'action océanique. La grande ambition partagée par nos deux pays, ainsi que la conviction qu'il est impératif de passer à l'action, a marqué le travail que nous menons ensemble et que nous comptons continuer bien après l'UNOC. On va voir si ça marche, oui. Dans ce contexte, je voudrais aborder avec vous les grands sujets du Costa Rica et la mer à partir de 4 grands axes. D'abord, un petit rappel des conditions et caractéristiques qui font du Costa Rica un pays océanique et qui expliquent notre intérêt à ces sujets. Un regard sur les actions que le pays entame pour gérer ses ressources marines sera la deuxième partie de mon exposition. Ces derniers comprennent la législation, les réglementations et les politiques nationales relatives à l'océan et à sa gestion durable. Troisièmement, je ferai référence à l'action internationale menée par le Costa Rica en défense de l'océan. L'étroite coopération avec la France sera soulignée, bien évidemment. Finalement, je présenterai certains défis auxquels le Costa Rica est confronté dans le contexte de son rapport avec l'océan. Permettez-moi de commencer en soulignant que le Costa Rica profite d'une situation géographique privilégiée grâce à sa position au milieu du continent américain qui lui offre une vaste zone côtière. Le territoire continental du pays s'étend sur 51 000 mètres carrés, tandis que le territoire marin s'étend sur 572 877 km carrés. Vous pouvez le voir ici. Ça, c'est le territoire terrestre et ça, c'est notre territoire marin, donc 10 fois plus grand. Cela signifie que le territoire du Costa Rica est composé à 92% d'océans et seulement 8% de terre, ce qui explique pourquoi nous nous intéressons tant à l'océan et à tout ce qui lui est concerné. Le Costa Rica dispose de 1290 km de côtes distribuées sur 2 littoraux, et vous les voyez bien ici aussi, le Pacifique et les Caraïbes. Le Pacifique avec 1016 km et la mer des Caraïbes avec 274 km. C'est un peu plus d'un tiers du territoire littoral métropolitain français. Ces régions comprennent des mangroves, des plages, des estuaires, des zones humides qui représentent des écosystèmes clés pour la biodiversité locale et mondiale. En matière d'influence économique et sociale, les zones côtières couvrent environ 20% du territoire national. Selon des données récentes, environ 25% de la population costaricienne vit dans les zones côtières, soit environ 1,3 million de personnes d'un total de 5,5 millions d'habitants au pays. Les principales villes côtières incluent Punta Arenas, Quepos, Limón et Golfito, tant dans les Caraïbes que dans le Pacifique. Ces régions ont connu une croissance démographique significative en raison de leur importance économique et du développement du tourisme. En effet, les communautés côtières du Costa Rica dépendent de diverses activités économiques liées aux ressources marines et terrestres qui comprennent la pêche et l'aquaculture, contribuant à environ 1% du PIB, représentant une source importante des exportations, en particulier pour le thon et les crevettes. Et 2, le tourisme, qui représente environ le 8% du PIB du Costa Rica, avec un poids considérable dans les régions côtières grâce à des attractions comme Manuel Antonio, Tortuguero et l'île de Cocos, laquelle Jacques Cousteau a dénommée la plus belle île du monde. Ainsi, il faut signaler que les ports côtiers tels que Limón et Caldera sont essentiels au commerce maritime, traitant plus de 80% des exportations et importations du pays. Néanmoins, c'est la richesse de la biodiversité qui marque particulièrement le lien du Costa Rica avec l'océan. Les eaux marines du Costa Rica comptent plus de 6 700 espèces recensées, représentant environ 3,5% de la biodiversité marine mondiale.
Parmi elles, on trouve des espèces emblématiques telles que le requin-marteau, les raies mantales, les baleines à bosse, les tortues marines comme la tortue luth et la tortue verte, les dauphins qui sont des habitants fréquents des eaux costariciennes. Les récifs coralliens, particulièrement présents dans la région des Caraïbes, abritent des poissons colorés, des crustacés et une multitude d'autres organismes marins. Le Costa Rica dispose aussi d'une variété d'écosystèmes marins qui inclut des mangroves situées dans le long des côtes. Elles constituent aussi des zones cruciales pour la reproduction de nombreuses espèces marines et terrestres. Des hauts fonds et estuaires qui fonctionnent comme des zones de nurserie pour les poissons et les crustacés, aussi des récifs coralliens déjà évoqués et des eaux profondes qui arbitrent des espèces migratoires comme les thons, les marlins et les requins. Je voudrais aussi faire référence aux dômes thermiques et les corridors marins Pacifique tropical oriental comme deux exemples de la singularité du territoire maritime costaricien. Le dôme thermique est une zone critique pour la biodiversité marine dans le Pacifique tropical oriental. Elle est située à l'ouest de l'Amérique centrale et peut mesurer entre 300 et 1000 km de large. Et vous pouvez le voir ici. Le territoire du Costa Rica est ici et ça c'est le dôme, la zone où il y a le dôme. Le dôme est une zone thermique et connue pour sa biodiversité, comme je l'ai dit, marine dans le Pacifique tropical oriental, et il est situé à l'est de l'Amérique centrale. La position moyenne du cœur du dôme est proche de 9 degrés au nord et de 90 degrés à l'ouest dans les zones situées en dehors des juridictions nationales. Son diamètre et sa position varient d'une année à l'autre et selon un cycle annuel qui le caractérise. Il a été détecté pour la première fois en 1948 et depuis les années 50, le dôme a été observé et étudié à plusieurs reprises en raison de la pêche autoproductive qui a commencé à se développer dans la région. Ces phénomènes océanographiques résultent de l'action des vents et des courants marins qui produisent le déplacement vertical des eaux profondes, froides et riches en nutriments qui s'approchent de la surface. Cette remontée mobilise une énorme masse d'environ 3,5 millions de mètres cubes par seconde vers la surface. Lorsqu'elle se rapproche de la surface, les nutriments contenus dans la masse d'eau froide, combinés à la lumière du soleil, reproduisent une importante croissance d'algues. Ainsi, avec une plus grande présence d'algues, le premier échelon de la chaîne alimentaire, il y a plus de nourriture disponible pour les zooplanctons, ce qui provoque une explosion de leur population. Celle-ci se manifeste à son tour dans chaque maillon de la chaîne alimentaire, générant une oasis des ressources dans la mer. Aujourd'hui, le dôme thermique est le site d'une très intéressante collaboration scientifique entre le Costa Rica et la France avec le projet connu comme Argodome. Il s'agit d'une initiative entamée par des scientifiques et institutions costariciennes et françaises qui vise à développer un système d'observation océanique pour la gestion dynamique du dôme à travers le déploiement et le maintien d'une vaste gamme de flotteurs profileurs équipés avec des capteurs biogéochimiques. Le but de ce projet est d'établir un cadre d'observation pour soutenir la gouvernance dans le contexte du traité de la haute mer BBNJ. D'une autre part, nous avons le corridor marin du Pacifique tropical oriental, une immense superficie de 2 millions de kilomètres carrés qui s'étend du Costa Rica à l'équateur. Le PET, comme on le connaît également, est situé dans la zone climatique équatoriale et présente les indices d'endéisme le plus élevés au monde, ainsi que des caractéristiques océanographiques complexes dues à la convergence de plusieurs courants océaniques. Il est caractérisé également par une productivité marine extraordinaire, la fourniture de multiples services écosystémiques et la distribution d'espèces marines uniques, environ 160 espèces endémiques et migratrices, dont beaucoup sont menacées ou en voie de disparition. Le Pacifique tropical oriental arbitre 4 îles, Cocos, Galápagos, Coiba et Malpelo.
toutes déclarées sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est-à-dire de lieux uniques sur la planète dotés d'une valeur universelle exceptionnelle pour leurs phénomènes naturels, les processus géologiques, leur développement écologique et leur extraordinaire biodiversité. Ce vaste territoire marin est aussi le site d'une collaboration internationale exemplaire appelée CEMAR. Depuis 2001, le Costa Rica, le Panama, la Colombie et l'Équateur, qui sont les pays où ces îles que je viens d'évoquer sont situées, ont développé une robuste structure multinationale de gestion de la biodiversité et des ressources marines et côtières du PET, basée sur les écosystèmes et par l'établissement de ces stratégies gouvernementales régionales conjointes. La solidité du modèle de gestion conjointe de la CEMAR a motivé en 2021 les présidents des 4 pays à s'engager et travailler ensemble vers la destination du corridor comme une réserve de biosphère transfrontalière maritime par l'UNESCO. Et éventuellement, ce sera la première dans sa classe. Tous ces éléments vous donnent une bonne idée des trésors abrités par l'océan costaricien. Il convient donc de se demander ce que fait le pays pour les protéger. Au fil des années, le pays a mis en place un cadre législatif solide pour protéger les ressources marines. Le Costa Rica reconnaît l'importance de l'environnement, même dans sa constitution, où l'article 50 stipule que tout citoyen a droit à un environnement sain et équilibré, établissant ainsi une base légale pour la protection des écosystèmes marins. Cette disposition est renforcée par les lois spécifiques visant les zones marines et côtières. Cela étant, je voudrais signaler 3 lois clés établies par la protection des zones maritimes. En première place, nous avons la loi sur les zones maritimes terrestres de 1997, qui établit le cadre juridique régissant l'utilisation et la protection des zones côtières du pays. Cette législation définit la zone maritime terrestre comme une bande de 200 mètres de large le long des littoraux Caraïbes et Pacifiques, mesurée horizontalement à partir de la ligne des marées hautes ordinaires. La loi confère à l'Institut costaricien du tourisme la responsabilité de la surveillance générale de cette zone, tandis que les mairies sont chargées de l'administration et de son usufruit. Les activités telles que la construction, l'exploitation des ressources naturelles ou toute autre utilisation de la zone publique sont strictement réglementées pour préserver l'intégralité écologique des côtes. En plus, la loi stipule que les zones couvertes en permanence par la mer, adjacentes aux littoraux, sont également considérées comme faisant partie du patrimoine national. Toute concession ou autorisation d'utilisation de ces zones doit être approuvée par le Parlement, qui est unicaméral dans le cas du Costa Rica, à l'exception des installations de protection et de sauvetage autorisées par les municipalités ou mairies pour la sécurité de la navigation. De plus, la loi interdit l'exploitation de la flore et de la faune marine sans autorisation légale, ainsi que toute activité susceptible de nuire aux ressources naturelles de la zone maritime terrestre. Deuxièmement, nous avons la loi sur la biodiversité adoptée en 1998, laquelle établit un cadre pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, y compris les ressources marines. Ce qui concerne la gestion durable de l'océan, la loi reconnaît l'importance des écosystèmes marins et établit des mesures pour leur protection. Elle prévoit par exemple la création de zones protégées et la régulation des activités humaines susceptibles d'affecter les environnements marins tels que la pêche, le tourisme, l'exploitation des ressources sous-marines. En même temps, la législation encadre l'accès aux ressources génétiques marines, stipulant que toute utilisation doit être soumise à des autorisations spécifiques. Elle vise à garantir que les bénéficiaires dérivés de l'utilisation de ces ressources soient partagés équitablement, en particulier avec les communautés locales ou les peuples autochtones. La loi encourage la recherche scientifique dans ces écosystèmes, tout en établissant des protocoles pour assurer que les activités de recherche ne nuisent pas à l'environnement et en promouvant
le partage des connaissances acquises pour renforcer les efforts de conservation. Consciente de l'importance de l'éducation, la loi prévoit des programmes de sensibilisation visant à informer le public sur la valeur des écosystèmes et la nécessité de leur protection. Plus récemment adoptée, en 2005, la loi sur la pêche et l'aquaculture régit les activités de pêche et aquaculture pour prévenir la surpêche et encourager la durabilité. Il interdit des pratiques destructrices comme la pêche illégale, la non déclarée et non réglementée et impose des quotas stricts pour les pêches vulnérables. À partir de cette législation, le Costa Rica a créé un réseau étendu des zones marines protégées connues comme ZMP, représentant environ 30% des eaux territoriales. Ces zones incluent le parc national Île de Cocos et le parc national marin Ballena, situé sur la côte Pacifique Sud. Ce parc protège des habitats essentiels pour les mammifères marins, notamment les baleines à bosse. En plus de la législation, le Costa Rica dispose de nombreuses politiques destinées pour améliorer la gestion de ses ressources marines. Tel est le cas de la politique nationale de la mer et de la stratégie du carbone bleu. D'abord, la politique nationale de la mer 2013-2028 est une initiative stratégique visant à gérer de manière intégrée les espaces marins et côtiers du pays. Cette politique souligne l'importance de ces zones pour la biodiversité et l'économie nationale à travers 5 objectifs principaux. 1. La gouvernance et la gestion intégrée des ressources. Le bien-être humain et l'utilisation durable de l'océan à travers la promotion des activités économiques durables. 3. Les connaissances scientifiques et technologiques en encourageant la recherche et l'innovation pour une meilleure compréhension de la gestion des écosystèmes marins. 4. La sécurité et la surveillance pour protéger les ressources marines contre les activités illégales. Et 5. La conservation et la réduction des risques. Cette politique repose sur des principes tels que la prévention, la précaution, la subsidiarité, l'approche holistique, l'interculturalité, la participation des acteurs concernés et la responsabilité et accès à l'information. D'une autre part, les stratégies nationales de carbone bleu est la deuxième politique nationale que je souhaiterais évoquer. Cette stratégie, adoptée en février 2023, est une initiative visant à restaurer et à conserver les écosystèmes côtiers tels que les mangroves, les marais salants et les herbiers marins dans le contexte du changement climatique. Les plans d'action qui accompagnent la stratégie ont pour but la formation des communautés locales et les institutions en matière de gestion durable des ressources côtières. Il vise aussi à promouvoir des études scientifiques pour comprendre le potentiel de stockage de carbone des écosystèmes côtiers et surveiller leur état de santé, et à incorporer le carbone bleu dans les stratégies nationales de changement climatique et de développement durable. La stratégie a été présentée en février 2023 à l'UNESCO dans le cadre de la réunion du Partenariat international pour le carbone bleu et plus récemment à Cairns en Australie lors du dialogue du partenariat où les progrès réalisés dans sa mise en œuvre ont été présentés. Chers amis, l'aspect suivant que je souhaiterais aborder ce soir est l'action internationale du Costa Rica en faveur de l'océan. Le Costa Rica, comme vous le savez, depuis longtemps, est un défenseur de l'environnement et plus récemment de l'océan, s'appuyant sur l'expérience nationale de plusieurs décennies de politiques environnementales. Ainsi, le pays a fait de cette préoccupation pour l'océan l'un des piliers de sa politique étrangère, dans le but d'obtenir des résultats qui aideront à assurer la protection et la conservation de nos mers. Je voudrais mentionner 4 actions récentes qui témoignent de notre engagement et qui mettent en valeur le fort partenariat construit avec la France. D'abord, il faut évoquer la coalition de la haute ambition pour la nature et le peuple et son initiative appelée 30 pour 30. Née au Costa Rica en 2019 et co-présidée avec la France et le Royaume-Uni,
Elle travaille pour motiver les pays du monde à protéger au moins 30% de la Terre et 30% de l'océan pour l'année 2030. Aujourd'hui, la coalition compte de 120 membres et vient de recevoir le prix Earthshot, créé par le prince William d'Angleterre en 2020, visant à célébrer et soutenir les initiatives, les pays, les personnes ou les entreprises qui cherchent à apporter des solutions innovantes aux problèmes liés au climat et à l'environnement. Avec l'extension de la zone protégée autour de l'île Cocos en 2021, le Costa Rica a atteint l'objectif de protéger au moins 30% de son territoire maritime. Deuxièmement, je souhaiterais faire référence au traité international pour la protection de la haute mer et la biodiversité marine, l'accord BBNJ. Le Costa Rica a participé très activement aux négociations de cet instrument et a été en fait le deuxième pays à signer l'accord en septembre 2023. Et il est désormais en procès de ratification au Parlement. Le pays développe un agenda ambitieux pour promouvoir l'entrée en vigueur et rapide de cet accord, lequel la France a déjà ratifié il y a quelques semaines. Le troisième volet que je voudrais évoquer est l'appel lancé par le Costa Rica pour l'adoption d'un délai de précaution pour le début de l'exploitation minière dans les fonds marins jusqu'à ce qu'un cadre juridique soit mis en place et que les dommages potentiels puissent être évalués. Le pays travaille selon cet objectif depuis juillet 2022 et compte avec le soutien de la France et des 25 pays concernés pour ce qui pourrait être un début prématuré et irresponsable d'une activité qui risque d'avoir de graves répercussions sur la totalité de l'océan. Je ne peux pas manquer d'évoquer, évidemment, le partenariat entre le Costa Rica et la France dans le cadre de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan UNOC, qui se tiendra à Nice en juin prochain sur le thème de l'accélération et la mobilisation pour la conservation et l'utilisation durable des ressources océaniques. En effet, le déroulement de l'UNOC l'année prochaine, co-dirigé par nos pays, sera une excellente occasion pour les parties prenantes de travailler de façon efficace en soutien de la mise en œuvre de l'ODD 14. Sur les chemins de l'UNOC, le Costa Rica a célébré en juin de cette année l'événement de haut niveau sur l'action pour l'océan appelé Immersed in Change. Cet événement a été conçu comme une occasion de partager les meilleures pratiques et les expériences réussies pour l'action en faveur de l'océan. Au cours des 8 panels organisés, des sujets tels que l'économie bleue en tant que moteur de prospérité, la technologie des satellites, la lutte contre les engins de pêche fantômes et la mise en œuvre efficace des accords internationaux ont été abordés. L'événement a également permis aux autorités de haut niveau de tenir des discussions à huis clos sur des questions telles que le soutien pour l'entrée en vigueur rapide de l'accord BBNJ que nous avons déjà évoqué, l'ambition de l'UNOC à Nice et la promotion de la déclaration intitulée « La paix pour l'océan ». Cette déclaration est une initiative promue pour le Costa Rica comme un appel mondial à la prise de conscience du rôle de l'océan sur la planète et à la mise en place d'actions concrètes nécessaires pour changer notre interaction avec lui, en assurant un équilibre entre la conservation et son utilisation durable. Un autre résultat important de Immersed in Change a été l'exercice du partenariat entre 2 projets et des éventuelles opportunités de financement. Ça, c'était une façon novatrice de vouloir mettre en contact des initiatives locales, soit du Costa Rica ou des autres pays, avec des potentiels partenariats qui pouvaient financer pour qu'ils continuent à marcher. Sur la base de notre expérience, lors d'Immersed Change et dans la perspective d'une conférence orientée vers l'action, nous ne cessons pas d'encourager les divers acteurs pour l'action océanique et à soutenir d'autres processus internationaux. Nous pensons que l'impact de ces engagements volontaires va bien au-delà
de leur nombre et qu'ils sont innovateurs dans la mesure où ils permettent à chacun de s'impliquer et de contribuer à inverser la tendance de la dégradation de l'océan. Pour revenir au sujet de l'UNOC, il faut souligner qu'il y aura plusieurs moyens pour la participation des gouvernements, du système des Nations Unies, des organisations intergouvernementales, des institutions financières internationales, des ONG, de la société civile et des institutions académiques ainsi que de la communauté scientifique et du secteur privé, des organisations philanthropiques, des peuples autochtones et des populations locales. Au cours de la semaine précédente du début de la conférence, 3 événements majeurs seront consacrés à des éléments très importants sur l'action en faveur de l'océan. Du 4 au 6 juin à Nice se déroulera le One Ocean Science Congress qui sera organisé conjointement par le CNRS et l'IFREMER avec le but d'offrir des informations scientifiques complètes sur l'état de l'océan et sa trajectoire future. Toujours à Nice, mais le 7 juin, aura lieu le Ocean Rise and Coastal Resilience Coalition Summit, événement qui lancera officiellement une coalition en réunissant des élus et des fonctionnaires des villes et des régions côtières, ainsi que des États insulaires menacés par l'élévation du niveau de la mer. Au même moment, le 7 et 8 juin, à Monaco accueillera le Blue Economy and Finance Forum, un espace qui vise à encourager tous les acteurs dans la création d'une nouvelle économie océanique génératrice et durable. Lors de l'UNOC, des groupes d'action sur l'océan feront partie de l'ordre du jour officiel de la conférence et seront de nature collaborative et multipartite. Ils se concentreront sur les engagements et les actions visant à soutenir la mise en œuvre de l'ODD 14, notamment par le biais d'une coopération renforcée, en s'appuyant sur les partenariats existants et en stimulant de nouveaux partenariats innovants. Chaque groupe sera présidé par 2 coprésidents et comprendra un modérateur et 4 panélistes. Ils seront suivis d'un débat interactif entre les États et les autres parties prenantes concernées. Les thèmes de ces 10 groupes d'action sur l'océan que vous regardez sur l'écran ont été examinés et adoptés à l'issue d'une réunion préparatoire qui s'est tenue au siège des Nations Unies à New York. Ils sont notés en anglais, tandis que leur traduction officielle est adoptée. Ils incluront une variété de sujets allant à la pollution marine et à la coopération scientifique liée à l'océan. Il faut comprendre que le processus de l'UNOC, si bien il est coprésidé par la France et le Costa Rica, c'est une conférence des Nations Unies. Donc ça veut dire que ça concerne tous les États membres des Nations Unies et tous les sujets qui vont être débattus sont traités et au siège des Nations Unies à New York, en dialogue entre tous les pays membres. Il faut souligner que nous comptons d'une participation active des États membres nous comptons sur une participation active des États membres dans la négociation de la déclaration politique qui sera adoptée lors de l'UNOC. Le mandat des pays établis, dont la déclaration sera adoptée par consensus et dont cette dernière devra être brève, concise, orientée vers l'action et convenue par des gouvernements axés sur les domaines d'action accélérée et collective pour soutenir la mise en œuvre de l'objectif de développement durable numéro 14. C'est pour cela qu'une ample participation des États membres des Nations Unies sera cruciale afin de garantir que tous les points de vue et sujets pertinents soient inclus dans la déclaration. Cette déclaration politique ainsi que la liste de tous les engagements volontaires présentés à l'UNOC 3 sera connue sous le nom de Plan d'action pour l'océan de Nice. Alors que le programme officiel de la conférence comprend les sessions plénières et
les 10 groupes d'action sur l'océan, des événements parallèles officiels seront également organisés dans le cadre des activités générales qui se dérouleront pendant la conférence. Ce sera une excellente occasion pour les différents acteurs de présenter leurs progrès, leurs recommandations et leurs engagements dans les domaines pertinents de l'agenda international. Nous sommes convaincus qu'en embrassant les piliers de la durabilité, nous pouvons favoriser une ambition collective au-delà des frontières. Nous pouvons développer un récit d'espoir et d'action soutenu par la science et alimenté par la détermination. Il est néanmoins impératif que nous mobilisions des ressources suffisantes, que nous investissons dans la recherche et l'innovation marine et que nous renforcions la capacité des pays en développement à gérer leurs ressources marines de façon durable. Pour clôturer cette allocution, mesdames et messieurs, je tiens à évoquer deux des principaux défis auxquels le Costa Rica, comme la plupart des pays du monde, sont confrontés dans leurs relations avec l'océan. La première est la pollution marine. Les déchets plastiques représentent une part importante de cette pollution qui affecte non seulement les écosystèmes marins, mais aussi les communautés côtières. Chaque année, des tonnes de plastique se retrouvent dans l'océan, menaçant les espèces marines comme les tortues, les poissons et les oiseaux. En dépit des efforts nationaux pour réduire l'utilisation du plastique, comme l'interdiction des sacs plastiques à usage unique, le problème reste significatif en raison de la pollution transfrontalière. C'est pour cela que le Costa Rica est très impliqué dans les négociations en cours pour parvenir à un accord international contraignant sur cette question. Le changement climatique, en deuxième place, aggrave les défis marins du Costa Rica. L'élévation du niveau de la mer menace les communautés côtières et provoque une érosion accrue. Par ailleurs, le réchauffement de l'océan affecte les récifs coralliens, entraînant des épisodes de blanchissement massif qui réduisent leur capacité à habiter la biodiversité marine. Les tempêtes plus fréquentes et les phénomènes climatiques extrêmes, tels que les ouragans, augmentent également le risque pour les habitats côtiers et marins, ainsi que pour les populations vivant dans ces régions. Malgré les efforts déployés par les pays pour accroître la résilience de ces communautés côtières, en collaboration avec des partenaires internationaux tels que la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, il reste encore beaucoup à faire pour garantir la sécurité de ces zones. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas isolés, mais les solutions ne le sont non plus. Nous pensons que pour vraiment faire la différence, la cohérence et la collaboration doivent devenir les pierres angulaires de notre stratégie mondiale. L'intégration des différents cadres dans un effort unifié nécessite non seulement de l'engagement des décideurs politiques, mais aussi celui de tous les secteurs et de toutes les communautés. Notre génération a l'opportunité et l'obligation de propulser une nouvelle ère de gestion de l'océan qui dépasse les frontières et les disciplines. Le Costa Rica s'est engagé dans cette voie et est heureuse de pouvoir travailler main dans la main avec des pays tout aussi déterminés comme la France pour sauver notre océan et par conséquent notre mode de vie, car la planète B n'existe pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, pour cette vaste fresque qu'on va reprendre, bien sûr, avec les étudiants. Que de chemin parcouru depuis quelques années. La COP21, c'était à Paris. C'est à peine si l'océan avait été évoqué. Donc, on voit qu'il y a vraiment une prise de conscience de notre pays, au niveau mondial, pour tout ce qui est environnement marin. Comme vous l'avez dit, il n'y aura pas d'océan de rechange. Une très belle phrase de Jacques Perrin. Donc, merci pour cette présentation. Je ne doute pas qu'il va y avoir beaucoup de questions. Merci de nous avoir présenter un petit peu, parce qu'on n'y voit pas encore très clair sur ce que sera justement l'UNOC 3. Je crois que ça sera une très très belle rencontre. Donc merci pour tous ces éléments. Alors il y a 2 micros, un du côté bâbord, un du côté tribord. On a, je crois, 200 personnes qui sont également en distanciel, qui peuvent bien sûr poser des questions. Voilà. Donc merci de lever la main quand vous voulez le micro, et merci d'avoir la gentillesse également de vous présenter.
Philippe Henrat, Académie de Marine. Madame l'ambassadrice, je vous remercie infiniment de m'avoir appris ce soir une foule de choses dont j'ignorais tout. Mais j'aimerais savoir si vous avez rencontré dans votre zone économique exclusive des problèmes de pêche illégale menée par des braconniers provenant de pays que je ne nommerai pas, mais enfin situés très à l'est du vôtre. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour votre question. Bien sûr que le Costa Rica est aussi un pays qui souffre de ces problèmes de la pêche illégale. Et c'est quelque chose qui est très compliqué. Le continent latino-américain, c'est un des sujets les plus importants que nous évoquons à chaque fois dans les différents forums. On met en œuvre plusieurs politiques pour protéger, mais vous savez, quand on parle de tous ces centaines de milliers de kilomètres, c'est très difficile à gérer. Donc c'est tout à fait un sujet qui est sur le tapis, c'est tout à fait un sujet qui est en discussion et qui intéresse tous les pays, mais qui reste comme d'autres défis encore a beaucoup de travail à faire. Merci. Merci. Une autre question? Oui. Oui. Bonsoir Madame l'ambassadrice, je vous remercie beaucoup pour votre intervention qui est très intéressante. Je m'appelle Grégoire Maringui, je suis étudiant en première année de master de recherche sous la direction de Monsieur Buchet. Et je désire savoir, parce que vous avez fait référence à la protection de la biodiversité et de la faune et de la flore marine du Costa Rica. Je voulais savoir si le Costa Rica avait prévu de mettre en place des quotas pour protéger ces ressources de la surpêche et du surtourisme côtier. Merci, encore une question très intéressante et la réponse est oui. Vous savez, nous avons des politiques, et je l'évoquais aussi pendant ma présentation, de protection de la biodiversité tant au sol que dans la mer. Et les différentes législations existantes dans le pays ont prévu, bien sûr, les protections tant des ressources dans la mer qu'en terre. En compte au tourisme, c'est un sujet qui est toujours important à évoquer. Parce que, et je l'ai dit dans ma présentation, si vous voulez, le développement touristique, bien évidemment, quand il a commencé dans les années 80, peut-être on n'avait pas la conscience que nous avons aujourd'hui, mais très rapidement, nous avons fait ces changements de cap. Et avec la législation qui est entrée en vigueur, c'est devenu de plus en plus complexe de pouvoir faire ce développement au bord des mers, si vous voulez. Donc, bien sûr qu'il y en a parce que c'est des constructions qui ont été faites avant les législations, mais dans nos jours, il y a beaucoup de contrôles et beaucoup de conditions à remplir pour pouvoir avoir accès à des permis. Et là-dessus, nous sommes c'est très strict. C'est compliqué au Costa Rica et c'est ça aussi notre richesse parce que nous arrivons à protéger autant qu'on le peut notre patrimoine naturel. Merci. Bonjour madame, je suis étudiant en première année de licence Histoire Sciences Politiques et il y avait une partie concernant les législations et les politiques du Costa Rica et je me suis demandé, est-ce que vous diriez qu'au sein de l'échiquier politique costaricain, il y a une forme de consensus national pour aller, on va dire, dans la même direction dans les politiques de protection de la mer, de gestion des ressources ou de même gestion de la pêche. Merci beaucoup pour votre question. Elle est aussi très intéressante parce que, en effet, nous sommes là où nous sommes et le pays est connu pour être pionnier dans tous les sujets de la protection et la conservation de l'environnement, justement parce qu'on était visionnaires
il y a beaucoup de temps, même plus avant beaucoup d'autres pays dans notre région ou dans le monde. Et en effet, c'est une fierté nationale. Donc, évidemment, les contextes des pays peuvent changer un peu. Il y a des défis parfois sociaux ou économiques. Donc, il peut y avoir des nuances. Mais en général, il y a un consensus dans les pays et de la voie qu'on a choisie. Et on cherche à être un pays qui a un développement durable. Donc, qu'effectivement, il y a un développement économique, mais nous avons réussi à développer des programmes qui sont très intéressants. Par exemple, on a commencé à protéger les forêts. Et donc, pour protéger les forêts, on a développé un programme qui s'appelle le paiement des services environnementaux. Donc, on paye les gens pour ne pas couper les forêts, par exemple. Donc, c'est un contrat où les deux parties gagnent. Le pays gagne parce que les sols sont protégés et la personne qui a le terrain gagne de sa forêt sans avoir à les couper. Et avec la politique des carbone bleu dont j'ai parlé dans ma présentation, le but final, c'est ça. C'est pouvoir avoir une compensation économique aussi de la production de carbone bleu. Donc, on cherche à faire un équilibre où on profite et on ne reste pas coincé au niveau économique, mais en procurant un développement qui soit durable. Une question peut-être connexe à celle-ci. Quelle est l'attitude de la population du Costa Rica par rapport à la mer? En France, les Français ne sont pas forcément toujours tournés vers la mer. On n'est pas toujours conscient des opportunités que la mer peut revêtir pour notre pays ou pour l'Europe. Qu'en est-il du Costa Rica? Est-ce que vous êtes naturellement tourné vers la mer ou la mer fait peur dans une tradition, je dirais, historique ancienne? En fait, le Costa Rica, le territoire, c'est un petit pays et c'est pas très large, c'est étroit, enfin, c'est assez étroit. Et donc, le fait qu'on a les côtes dans les deux côtés du pays fait que forcément, 1/5 de la population habite dans les zones côtières. Donc, il y a une relation qui est très étroite, qui est culturelle aussi, parce que c'est des populations qui habitent au bord des mers depuis des siècles et donc qui ont développé toute une culture autour de la mer et les ressources de la mer. Par exemple, autour, je ne sais pas, de la tortue, autour des baleines, autour des récifs, etc. Donc, tout à fait, nous avons un lien et il faut dire aussi que dans l'éducation des enfants, dès qu'on est très petit, on essaye de créer cette conscience de protection de l'environnement, mais aussi cette conscience de la mer. Elle a toujours existé. Et donc, ça fait que le lien des gens avec la mer soit important. Nous avons aussi une conscience économique de la mer. Parce que, bon, il y a les pêcheurs, il y a beaucoup de femmes, des femmes, des petits groupes coopératifs des femmes qui travaillent les ressources de la mer et qui travaillent le tourisme à partir de la mer. Donc c'est tout à fait très important dans la population. Merci. Je crois que monsieur voulait intervenir depuis longtemps. Oui, merci beaucoup. Juste pour une chose, je m'appelle Jean-François Fac. Je suis donc retraité et breton. Donc je m'intéresse beaucoup donc à... S'il vous plaît, prenez le micro, que nos auditeurs distants vous entendent. Il a lui-même, il faut le porter très près de la bouche. Ça marche? Vous m'entendez? Non, ça marche, ça marche. Il faut le porter comme ça. Voilà. Oui. Donc juste deux petites questions concernant notamment l'aspect phénomène donc Niña et Niño. Est-ce que vous avez pu constater au niveau du dôme thermique des modifications par rapport donc à ce que vous avez dit précédemment? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est concernant la conférence de Busan qui a eu lieu donc en Corée du Sud récemment sur le plastique. Vu le fiasco que ça a été, donc quel est votre positionnement par rapport à ça et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la future conférence de juin 2025? Merci.
Merci beaucoup pour vos deux questions. Sur l'impact del Niño et la Niña sur le dôme thermique, je ne pourrais pas vous donner les informations précises parce que je ne les sais pas. C'est quelque chose qui est assez technique. Mais il faut dire qu'en effet, le Costa Rica, c'est un pays qui souffre les conséquences de ces phénomènes, notamment El Niño. Et donc, c'est un peu... ça va au-delà aussi des choses que les pays tout seuls peuvent faire, n'est-ce pas? Ce sont des phénomènes qui nous affectent à tous. Donc, c'est de là aussi cette position qu'a pris le Costa Rica de se référer à l'océan comme un seul, parce que nous pensons qu'il est interconnecté, que tous les océans et les mers sont interconnectés, donc il n'y a qu'un seul océan et que ça nous concerne à tous. Donc, au sujet de ces phénomènes, c'est quelque chose qui arrive et que les pays, tout seuls, on peut faire. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'il faut aborder ensemble. Et ça me donne pied pour passer à votre deuxième question par rapport à la négociation qui a fini la semaine dernière, je crois, en Corée. C'est complexe, c'est un sujet complexe. Le Costa Rica ne baisse pas les bras. C'est vrai qu'il y a beaucoup des intérêts et quand il y a des intérêts économiques, c'est très compliqué d'aborder les questions et les sujets qui sont sensibles. Mais notre action, elle est toujours focalisée sur la création des consciences parce que ça nous concerne tous. L'océan produit, si je ne me trompe pas, 70% de l'oxygène que nous respirons. Donc, on peut avoir beaucoup d'argent, mais s'il n'y a pas d'oxygène à respirer, qu'est-ce qu'on va faire avec? Je parlais de ça par rapport au fait qu'on parle de continent plastique dans le Pacifique et maintenant dans l'océan Atlantique. Oui. Je vois aucun pays qui réagit par rapport à ça. Non, mais c'est un sujet qui est évoqué. Hein. C'est un sujet qui est évoqué et c'est un sujet qui va être traité aussi dans les panels qui vont avoir lieu à l'UNOC. C'est un sujet. Le plastique, c'est un sujet qui va être traité. Merci. Question peut-être de nos internautes. Gabriel Madelin indique qu'on a bien compris les protections marines prises côté Pacifique, mais qu'en est-il sur la partie Caraïbes? Est-ce que les actions sont du même ordre? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières ou des façons de travailler particulières sur une côte et sur l'autre côte? Non, non, pas du tout. C'est vrai que peut-être on a eu l'impression qu'on parle plus des Pacifiques, mais c'est vrai qu'il y a 1200 km de côte pacifique et 274 du côté Caraïbes. Mais non, les deux côtés sont concernés de la même façon. C'est vrai aussi que les questions sont différentes aussi, les problématiques, et pour du bien ou pour du mal, sont différentes, mais tous les deux, enfin, quand on parle de nos côtes, c'est en égalité toutes les deux. Bonjour madame, je m'appelle Alain Daville, j'étais un ancien marin. Enfin, je suis un ancien marin. Et vous avez comme voisin le Panama. Le Panama est célèbre par le transit maritime. Alors, comment arrivez-vous à faire cohabiter la préservation de l'environnement et l'hyperfréquentation du commerce maritime? C'est aussi une très bonne question. Merci beaucoup. Ça fait partie, tout cela est pris. Vous savez, nous avons une politique maritime qui a été établie pendant une période qui va depuis 2013 jusqu'à 2028. Et cette politique, elle est, si vous voulez, révisée. Chez nous, les gouvernements durent 4 ans. Chaque président est élu pendant 4 ans. Donc, cette politique qui est assez large et qui traverse plusieurs gouvernements est révisée
à la deuxième année de chaque gouvernement, parce que bien sûr que les contextes changent, etc. Donc tout ça, je l'évoque parce que c'est avec ces politiques que nous cherchons toujours à prendre en compte les sujets comme celui-là, que c'est le commerce. Pour nous, c'est très important. Beaucoup de notre commerce c'est fait par la mer. Et avec le Panama, nous avons une excellente relation et très étroite. Et nous avons aussi, j'ai évoqué cette région du Pacifique oriental où il y a les îles qui sont patrimoine mondial. Donc, toute cette zone que nous partageons, parce que vous savez parler spécifiquement par rapport au Panama, c'est des zones qui sont de conservation. Donc, il y a beaucoup de politiques qui sont mises en place pour veiller à la protection et à avoir une protection, justement, et la conservation de ces zones. Merci. Oui, merci pour votre exposé, très complet, encyclopédique même. J'ai une question. Je m'appelle Gérard Bourgeois, je suis plaisancier amoureux de la mer. Je me pose une question, ancien marin aussi dans la marine nationale. Est-ce que le Costa Rica a une marine nationale pour protéger ses ressources marines et maritimes et tout son territoire, son vaste territoire, 80%, même plus, 92% son territoire, la surface. 92. Bravo pour la précision. Je ne sais pas comment on peut calculer ça, mais c'est superbe. Nous n'avons pas une marine, nous avons des gardes-côtes. On dit gardes-côtes ? Gardes-côtes, très bien. Des gardes-côtes, oui. Et donc, si vous voulez, dans leur fonction, il y a aussi une fonction spécifique de la protection pas seulement des eaux, mais aussi de la biodiversité, de protéger ça. Mais nous avons aussi au ministère de l'Environnement, ils sont en charge de veiller. Ils ont aussi une compétence, on va dire plus facilement, sur les eaux et la protection de toute la faune, flore et la biodiversité marine. Merci. Et c'est votre garde-côte qui est également en charge des problèmes de circulation de drogue dans les eaux, ou bien c'est la douane, ou bien ce sont d'autres administrations maritimes, parce que vous êtes un territoire de passage de drogue du sud vers le nord. Bon, il y a du passage terrestre, mais il y a sûrement beaucoup de passages maritimes. C'est une compétence de qui ? En fait, les gardes-côtes, ils sont sous l'autorité du ministère de la Sécurité. Donc forcément, ils ont aussi une compétence de protection des eaux et de la sécurité de notre espace ample et large du sens. Madame ? Question connexe, les grands esprits se rencontrent, mais effectivement, le trafic de drogue, jusqu'à présent, l'Équateur était plus ou moins épargné, mais maintenant, l'Équateur est en proie à une violence de gang extraordinaire. Le Panama a toujours été un pays corrompu, la Colombie, n'en parlons pas. Alors, comment faites-vous justement pour empêcher que les gangs ne mettre la main sur des ressources marines? Merci. Et surtout les dernières années, enfin, je veux dire, s'il y a des changements, je serais intéressée de les connaître. Bon, bien évidemment que c'est un sujet qui est très complexe. Et bon, c'est très connu, l'ubication géographique de l'Amérique centrale pour du bien ou pour du mal, elle est où elle est, entre cette circulation des drogues. Donc, effectivement, c'est un grand défi que nous avons comme pays. Et c'est dans ces moments un des sujets auxquels le gouvernement et toutes les autorités des pouvoirs au pays sont très concernés et très, comment dirais-je, très actifs pour protéger justement que ça ne devienne pas un problème majeur. Merci beaucoup. Monsieur. Bonjour Madame l'ambassadrice, Rémi Vénin, je suis retraité. Comment vous gérez la zone au-delà des 200 000 nautiques, et en particulier au niveau du Dôme? C'est quoi? C'est un accord international? C'est parce qu'il n'y a pas de juridiction, il n'y a rien.
Ça, c'est une question complexe et je ne m'aventurerai pas à donner une réponse parce que je n'ai pas la réponse certaine. Mais il faut dire que il y a beaucoup, autour du Dôme, il y a beaucoup d'investigations en fait. Et il y a beaucoup comment on dit de recherche. Des recherches. Oui, mais c'est en dehors de toute juridiction. Oui, mais ce que j'allais dire, c'est que si, il y a des coopérations avec des autres pays et avec toutes ces recherches qui s'est fait autour, ça donne une espèce de protection aussi à ces endroits qui sont en étude. D'accord, parce que c'est le même problème avec toutes les recherches minières sous-marines. Ouais, c'est justement un sujet auquel... Est-ce qu'il y a dans les futures réunions une réflexion sur cette juridiction éventuellement internationale? En fait, vous savez, en Jamaïque, il y a une organisation internationale qui s'appelle l'Autorité des fonds marins. Et c'est un sujet. La France et le Costa Rica, nous sommes États membres tous les deux. Et c'est un sujet qui est traité là-bas. Et c'est justement de là-bas où nos deux pays ont entrepris cette leadership envers cette cause précatoire, déprécation pour ne pas exploiter les fonds marins jusqu'à ce qu'on puisse avoir des informations certaines et scientifiques qui nous puissent nous dire quel est le mal ou les dégâts que nous causerons dans la mer si nous les fonds marins que nous exploitons parce que nous considérons qu'il n'y a pas assez encore d'informations pour pouvoir les exploiter comme ça. Et c'est un sujet qui est d'actualité, on le lit dans les journaux. Et encore la semaine dernière, il y a eu des nouvelles autour de ça. Une question peut-être encore difficile. Vous qui êtes dans le secret des dieux par rapport à la co-organisation de l'UNOC 3, est-ce qu'il y a des objectifs précis? Est-ce que le Costa Rica aurait des objectifs sur un certain nombre de domaines? Quels sont en quelque sorte les buts recherchés? Une certaine coopération bien sûr, mais est-ce qu'il y aura des indicateurs dans le courant de l'année 2025 qui permettront petit à petit de préparer les débats, où la conférence sera totalement ouverte et puis on verra bien à la fin? Parce que c'est vrai que ça ne va pas être une partie facile. Non, bien sûr, et c'est pour cela justement que le Costa Rica a accueilli en juin de cette année un événement qui, si bien n'est pas dans le cadre de l'UNOC, c'était un événement qui a été conçu dans le chemin vers l'UNOC. Et c'était justement pour... nous avons eu une participation très importante des différents acteurs, pas seulement des pays, mais aussi des organisations, des ONG, des scientifiques, du secteur privé, etc., etc. Et c'était justement, vous savez, on a échangé tout à l'heure et en disant, et vous l'avez dit aussi, le sujet de l'océan est un sujet qui est assez récent, finalement, sur la scène internationale. On dirait il y a 5 ans, peut-être, qu'on entend parler déjà avec plus d'engagement sur le sujet. Donc, le Costa Rica, il y a un message aussi qui est clé que nous essayons de passer, et c'est, il y a les grandes ambitions, bien sûr, mais il faut comprendre que les petites actions sont les plus importantes. Il faut commencer par quelque part. Et nous, ce que nous voudrions, c'est que les pays puissent faire leurs engagements selon leur contexte, selon leur capacité, selon leur situation. Donc, le Costa Rica travaille pour ça et essaye bien sûr de travailler dans tous les sujets que nous avons évoqués, mais aussi de créer cette conscience de l'importance de l'engagement, que les pays doivent proposer des actions concrètes, grandes ou petites, ça dépend de chacun, mais qu'il y ait un engagement pour améliorer la situation et la préservation, la conservation et l'usage durable de l'océan. Merci beaucoup. Qui souhaite encore intervenir? Est-ce que vous pensez que le Costa Rica aura ratifié l'accord BBNJ avant la conférence de Nice?
Nous espérons que oui. Vous savez, après, nous avons une seule caméra parlementaire, pas comme la France que vous avez deux. Et c'est toujours complexe, mais bon, c'est un sujet qui est important. Donc, il est déjà dans le chemin et nous espérons que ça va arriver bientôt. L'Institut français de la mer a été très partie prenante dans cet accord et Eudes Réblier et Catherine Chabot et tout l'IFM ont beaucoup porté ce projet BBNJ en France, effectivement. Qui souhaite encore intervenir? Ah, vous n'étiez pas là à la session de l'an passé. BBNJ, c'est l'accord international sur la biodiversité au-delà des limites des juridictions nationales, c'est-à-dire l'accord qui permet à la fois de créer des aires marines protégées en haute mer et également de voir comment on répartit les bénéfices de ce que l'on peut découvrir comme molécules dans l'océan. Voilà, c'est un accord qui avait 4 versants, mais dont les principaux pour nous sont effectivement la capacité de faire une protection de la haute mer, des espaces au-delà des juridictions nationales par création en particulier d'aires marines protégées, et puis le partage des bénéfices. Une dernière question, nous allons procéder à la cérémonie de clôture et de remerciement. Donc je dis simplement un mot d'annonce et ça sera Eudes Réblier qui vous remerciera, Madame l'ambassadrice. Je voudrais donc simplement vous rappeler nos prochains mardis de la mer. Donc ça sera le 14 janvier parce que d'une part il y a les vacances, mais il y a aussi en amont et en aval des vacances les examens du semestre pour les étudiants. D'où effectivement cette prochaine rencontre un petit peu tardive qui sera le 14 janvier. Nous écouterons Jean-Marc Sordin qui est président d'Abicea et qui va nous parler de l'exploration des grands fonds marins. Pourquoi et comment? On va avoir une session un peu environnementale et puis un certain nombre de sessions qui vont être orientées sur cette question. Et puis, notez bien sûr, le mardi 28 janvier, ce sera l'amiral Nicolas Vaujour, qui est chef d'état-major de la marine, qui va nous parler des enjeux de la marine nationale, donc en 2025. Je voudrais, au nom de conclure, de l'Institut français de la mer et de l'Institut catholique, vous souhaiter une très belle fête de fin d'année, un très joyeux Noël. Et Eudes Réblier va tout de suite remercier Madame l'ambassadrice qui nous a honoré de sa présence. Merci Madame. Et nous dire certainement quelques mots complémentaires. Oui, je voudrais simplement, moi, vous témoigner combien j'ai été impressionné par l'avance que me semble avoir le Costa Rica dans cette prise de conscience d'une vision de l'océan, une vision de protection et d'utilisation durable qui se traduit dans ses législations, qui se traduit dans ses actions et qui en fait me semble être véritablement une reconnaissance de l'océan comme bien commun de l'humanité. Merci et bravo.